Le DLSS est présenté depuis plusieurs années comme une révolution technologique censée booster les performances d'un jeu en quelques clics, au point de faire passer une carte graphique modeste à la gamme supérieure. C'est un peu comme acheter une voiture de bas étage, vendue avec un bouton magique pour aller plus vite. Ce bouton existe, le nitro, il ne rend pas la voiture meilleure, il la pousse. Et le DLSS fait exactement la même chose. Ça fonctionne, oui, mais avec des compromis et surtout avec un problème bien plus embêtant. Une fois désactivé, certains jeux récents deviennent injouables si on n'a pas la config dernier cri. Et une option, qui devient presque obligatoire, n'est plus une simple possibilité d'amélioration, mais le symptôme d'une maladie qui progresse dans le jeu vidéo. En 2018, lors de la Gamescom, Nvidia annonce sa nouvelle série de cartes graphiques, les RTX 2000, introduisant au passage pour la première fois le ray tracing ainsi que le fameux DLSS. Il est mis en avant comme une technologie d'upscaling révolutionnaire qui, grâce au deep learning, l'apprentissage profond, permet de jouer à des résolutions plus élevées sans empiéter sur les performances. La promesse est tenue, bien qu'à ce stade, le DLSS a un très gros impact négatif sur la qualité des jeux. Ce qu'on voit surtout en lui lors de son déploiement, c'est qu'il est indispensable pour utiliser le ray tracing sans tomber en dessous des 30 fps, même avec la carte la plus puissante du moment. Aujourd'hui, le DLSS s'est énormément amélioré et est devenu le pilier de tout l'écosystème qu'Nvidia met en place depuis quelques années. Tous les jeux actuels l'intègrent. Du gros AAA aux petits jeux indépendants, il est même possible de définir s'il doit se concentrer sur la qualité, les performances ou faire un compromis entre les deux. Est ensuite arrivé il y a un an le Multi-Frame Generation avec les RTX 5000 qui est une sous-option du DLSS et dont la fonction est de multiplier le nombre de FPS par 2, par 3 ou par 4. L'idée semble folle. En un coup de baguette, on peut multiplier le nombre d'images par seconde d'un jeu jusqu'à 4 fois. Ça paraît irréaliste, et pourtant, ça existe. Mais forcément, si on en parle, c'est qu'il y a anguille sous roche. Sinon, le DLSS ne diviserait pas autant. Le vrai problème avec cette technologie, ce n'est pas ce que la tendance anti-Nvidia rabâche sans arrêt, mais ce vers quoi elle est en train de mener le jeu vidéo. Avant d'aller plus loin, je tenais à être très transparent avec vous sur le fait que cette vidéo n'a aucune forme de partenariat ni d'affiliation avec Nvidia. Ils ne m'ont pas demandé de la faire, je ne suis pas rentré en contact avec eux, je ne les ai pas consultés, ils la découvriront sans doute en même temps que vous. Tout ce que je vais dire et montrer dans cette vidéo est entièrement constaté et rédigé par moi-même, et pour ceux qui pensent que je me retiendrai par peur de représailles, sachez que j'ai déjà collaboré avec Nvidia et que je le referai encore si de belles opportunités se présentent dans le futur, mais ma chaîne, en 10 ans, n'a jamais eu besoin d'eux pour exister et n'en aura jamais besoin. Ce n'est sûrement pas grâce à eux que j'en vis, mes propos sont donc tenus sans aucune peur de conséquences, et tout ça grâce à mon vrai partenaire de longue date qui me permet une aussi grande liberté éditoriale et qui sponsorise cette vidéo, VPure Siddiqui. Il s'agit d'un site sur lequel on peut acheter des clés d'activation. Nous, celles qui nous intéressent le plus dans cette vidéo, ce sont les clés Windows. Elles ont pour particularité d'être beaucoup moins chères que si vous les achetez directement sur le site officiel. Et on ne parle pas d'une poignée de centimes ni même de quelques euros, il y a vraiment de très grandes différences. Et déjà qu'elles sont à un tarif très intéressant, si en plus de ça, lors de l'achat, vous rentrez mon code DDVIP, vous bénéficierez d'une réduction de 25% sur votre achat. Lorsque vous avez acheté votre clé, vous n'allez pas la recevoir par mail, mais la trouver directement dans le User Center du site. Vous la récupérez, vous ouvrez ensuite le menu démarrer de votre PC, vous tapez activation, vous la rentrez là où c'est indiqué, et ça y est, Windows est activé, vous pouvez maintenant bénéficier de toutes ces fonctionnalités. Non, moi je préfère les cracks, c'est gratuit, oui mais c'est pas légal. Ça l'est. Si vous rencontrez un souci avec votre clé, pas d'inquiétude, vous ne vous êtes pas fait arnaquer. Il vous suffit de vous adresser au chat qui se trouve en bas à droite du site et ils vous remplaceront votre clé directement. Je remercie encore YourSiddiqui de sponsoriser cette vidéo et ma chaîne depuis si longtemps. C'est grâce à eux en partie que je peux parler sans tabou, sans peur de représailles. Et sur ce, on retourne au sujet principal. Ça fait un moment que je voulais refaire un état des lieux du DLSS pour savoir un petit peu où on en était, mais j'attendais le timing parfait et il est arrivé il y a quelques jours lors du CES où Nvidia a annoncé la version 4.5. Elle intègre désormais un modèle d'IA Transformer de deuxième génération, censé améliorer la qualité d'image, la stabilité temporelle, la netteté des détails et réduire le nombre d'artefacts. Et ce point est très important pour la suite. La mise à jour ajoute également une version améliorée du Multi-Frame Generation avec jusqu'à x6 visant à atteindre un taux de FPS ultra élevé même avec le ray tracing complet. Cette version 4.5 peut ajuster dynamiquement la quantité d'images générées pour atteindre un objectif précis de framerate et le modèle Transformer s'étend à toutes les générations, donc 2000 à 4000 inclus. Par contre, il est bien plus gourmand que celui du DLSS 4, ce qui peut faire perdre des FPS sur les cartes qui n'ont pas l'accélération FP8. Donc sur les RTX 2000 et 3000, ça fonctionnera, mais avec des ralentissements. Le point qui m'intéresse vraiment pour la suite des explications, c'est la stabilité temporelle et la réduction des artefacts. On reproche principalement deux choses au Multi-Frame Generation. La première, c'est qu'en fait, il ne multiplie pas réellement le nombre d'images en jeu. Il insère des images presque créées de toutes pièces entre les images existantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Derrière chaque jeu, il y a ce qu'on appelle un moteur de jeu. Par exemple, le très célèbre Unreal Engine, que vous devez très certainement connaître,
c'en est un. Le moteur rend des images en temps réel, des scènes qui ont été au préalable créées par des développeurs. Ces scènes sont composées majoritairement d'objets 3D, de textures, de lumière, d'effets comme des particules et beaucoup d'autres éléments que le joueur ne voit pas. Tout ça doit être rendu en images par le moteur de jeu et le PC du joueur, autant de fois que son PC est capable d'en afficher. Traduction, si votre jeu affiche 100 images par seconde, ça signifie que chaque seconde qui passe, 100 images devront être rendues depuis la scène de jeu. Dit comme ça peut paraître évident, mais tout ce qui se passe en arrière-plan pour en arriver là est en fait extrêmement complexe. Dans la 3D, on parle souvent en polygones, parce que chaque objet que vous voyez en jeu est construit à partir de polygones, et plus précisément de triangles. Parce qu'un triangle est une surface parfaitement plate et mathématiquement plus stable, ce qui la rend très simple au calcul pour un ordinateur. Et même si la modélisation de certaines faces sont carrées, elles seront calculées en triangle au rendu final. Et forcément, plus il y a de polygones, plus la forme est précise, mais plus le coût de rendu augmente. En parallèle, à chaque image, le moteur de jeu décide quels objets doivent être affichés à l'écran, objets qui sont donc composés de milliers voire millions de triangles. Il envoie ensuite ces informations à la carte graphique qui se charge de transformer les formes en pixels, d'appliquer la texture, les lumières et les ombres, puis de produire l'image finale. Et ce travail est répété des dizaines et des centaines de fois par seconde. C'est pour ça que le rendu en temps réel est extrêmement exigeant. Et l'optimisation de tous ces éléments a un impact énorme sur les performances. Et petite subtilité, monter en définition va rendre le travail du rendu encore plus lourd. Forcément, moins une carte graphique est puissante, moins elle sera capable de rendre d'images par seconde en fonction de la qualité graphique et de la définition. Et c'est là que le DLSS devient très intéressant, même si il ne faut pas s'y méprendre. Bien que le frame generation permette d'obtenir un nombre d'images par seconde plus élevé en jeu, il n'ajoute pas de vraies images rendues par le moteur. Il analyse deux images réellement calculées, leur vecteur de mouvement et le flux optique matériel, afin de synthétiser par IA des images intermédiaires qui sont ensuite intercalées en temps réel dans le flux. Ces images augmentent la fluidité perçue mais ne correspondent pas à des frames réellement simulés par le moteur de jeu. Le premier reproche qui est donc fait au frame generation et à ces images, c'est qu'elles sont fausses. Ce sont des fake frames. Dans la théorie, c'est totalement vrai, et dans la réalité aussi. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas sans bavure, et c'est ce qui nous amène automatiquement à ce qu'on peut vraiment reprocher au frame generation, les artefacts. Pour comprendre pourquoi le frame generation génère des artefacts, il faut d'abord comprendre une chose simple. Le DLSS ne travaille jamais avec une image complète et fonctionne sur base de prédiction. Il rend le jeu en basse définition et les tire pour simuler une définition supérieure. La conséquence à cela, c'est qu'on a des pixels plus gros et donc une image plus floue. Certains détails deviennent moins visibles, voire plus du tout. Feuillage, cheveux, grillage, particules. Et à partir de là, l'IA doit deviner pour reproduire. Pour deviner, elle utilise deux choses. Les images précédentes et les vecteurs de mouvement fournis par le moteur de jeu. Le problème, c'est que dès qu'un objet bouge vite, disparaît, traverse de la fumée ou devient transparent, ces informations deviennent floues ou incorrectes. Résultat, l'IA mélange du passé avec du présent et c'est là que naissent le ghosting, les contours qui vibrent et les détails qui apparaissent puis disparaissent. Donc plus on augmente le nombre d'images artificielles, plus on augmente mécaniquement le risque d'erreur visuelle. Je vais vous donner un exemple très simple mais très concret. Imaginons que, voilà, je sois dans cette position-là, disons que l'image présente est figée et que je vous demande de deviner la prochaine. D'après vous, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a une chance sur des centaines de milliers, voire des millions, que vous ayez trouvé précisément ce qui allait se passer. Forcément, moi, physiquement, je ne suis pas passé d'une frame à l'autre, c'est complètement impossible. Il y a eu un mouvement, et ce mouvement est correct, mais s'il avait été composé par ce que vous aviez deviné, ça aurait donné quelque chose comme ceci. Forcément, l'IA a prédit n'importe quoi puisqu'elle n'avait absolument aucune information sur ce que j'allais réellement faire. Mais en plus de cela, étant donné qu'il y a des éléments en arrière-plan qui lui sont cachés, qu'elle ne voit pas, elle a dû inventer des choses, des objets qui ne ressemblent à rien, qui n'existent pas, au lieu de laisser vide, et même laisser vide, ça aurait été faux. C'est normal, c'était caché. Elle a modifié mon visage, elle a pris la statue derrière moi pour une plante, donc elle l'a fait bouger, bref, plein de choses qui vont pas. Et malgré la poignée d'essais que j'ai fait, l'IA prend toujours beaucoup de liberté et elle essaye de reconstruire des choses qu'elle ne voit pas, et étant donné qu'elle ne connaît pas mes intention, elle me fait faire n'importe quoi. Je sais pas pourquoi elle s'obstinait à me faire danser ou à me faire des backflips, mais en tout cas, j'ai bien rigolé. Forcément, avec le frame generation, c'est un petit peu plus technique puisqu'il peut s'appuyer sur le moteur de jeu, mais c'est jamais vraiment exact. Souvent, c'est plutôt proche, mais parfois, c'est même complètement à côté de la plaque. Le frame generation n'est pas magique, il fonctionne sur base de ce qu'on lui donne, et finalement, son travail, c'est presque de prédire l'avenir de la précédente image,
tout en l'insérant avant la prochaine. Et voir l'avenir, scientifiquement, ça n'existe pas. L'IA, c'est certes très puissant, ça peut calculer beaucoup plus vite et beaucoup plus massivement qu'un humain, mais ça ne voit pas l'avenir. Soyons clairs, cette nouvelle version ne supprime pas le problème, mais apparemment, elle l'améliore très clairement en réduisant une partie des artefacts les plus visibles dans certains contextes. Elle affiche maintenant beaucoup plus de détails qui disparaissaient autrefois, notamment au niveau des particules et autres éléments très petits. C'est une évolution importante et attendue, mais ça reste une amélioration de compromis, pas un remède miraculeux. Malgré cette avancée et celles qui viendront dans le futur, je l'espère, même si tous les problèmes liés aux artefacts venaient à disparaître, il resterait un problème majeur avec le DLSS qui dérange fortement et fera toujours débat. Le DLSS doit être avant tout une option, pas une solution. Au départ, la version 1.0 n'était qu'une nouvelle option qu'on voyait un peu comme une solution farfelue pour pouvoir activer le ray tracing sans descendre à 15 fps. Mais désormais, il est implanté dans pratiquement tous les jeux qui sortent, et avec ou sans ray tracing, il est devenu même pratiquement indispensable pour certains. Exemple le plus frappant actuellement, Black Myth Wukong, sorti il y a 1 an et demi, ne dispose d'aucune option native pour supprimer l'upscaling, que ce soit DLSS ou FSR. On est contraint d'avoir l'upscale activé pour jouer. Pourtant, même s'il s'agit d'un très beau jeu, il est très loin d'être le plus poussé graphiquement. D'autres jeux bien plus beaux et gourmands permettent de jouer sans l'upscaling, donc pourquoi celui-ci ne le peut pas? Eh bien, la réponse est très simple. C'est parce qu'il est optimisé avec le cul. Black Myth Wukong a été développé par Game Science, un studio chinois fondé 10 ans avant la sortie du AAA, mais n'ayant jamais vraiment créé de très gros jeux avant celui-ci. On peut donc dire que pour une vraie première, c'est excellent, c'est bien mieux que certains studios qui ont beaucoup plus d'expérience, comme Ubisoft par exemple, et on peut donc comprendre pourquoi ils ne sont pas encore les rois de l'optimisation. Le deviendront-ils un jour? Eh bien, même si au même titre que le Frame Generation, je ne suis pas devin, et qu'on le verra assez vite avec leur prochain titre, Black Myth Wukong, j'en suis pas vraiment certain. Wukong a été dévoilé publiquement en août 2020, et il avait l'air déjà plutôt bien avancé, et est sorti en août 2024. Plus de 4 ans pour le développement d'un jeu de ce genre, ce n'est ni trop long ni trop court, c'est assez de temps qu'il en faut pour créer quelque chose de bien lorsque l'équipe derrière tient la route. Et de toute façon, même si ça avait été plus long, ça n'aurait pas été grave car il vaut mieux prendre son temps pour sortir un produit bien fini. Sauf que le jeu sort et il est injouable sans upscaling. Est-ce que ça veut dire que sans le DLSS ou le FSR, le jeu aurait tardé encore plus à sortir, voire pas du tout? Il y a tellement à faire pour optimiser un jeu et c'est probablement la tâche la plus complexe et ingrate dans le développement. Il ne suffit pas juste de tout faire et puis de se rendre compte que le jeu ne fonctionne pas correctement et d'appliquer quelques corrections derrière. L'optimisation, ça débute dès le départ, sinon il faut repasser sur absolument tout ce qui a déjà été fait. Alors imaginons un petit peu ce que ça va donner avec du multi-frame generation qui peut monter jusqu'à x6 et qui va peut-être encore monter davantage dans le futur. C'est ça le gros problème avec une technologie pareille. Ce n'est plus seulement un boost de performance à activer si on le désire, c'est devenu en partie une solution au manque d'optimisation dans le développement. C'est une avancée technologique majeure, certes, mais son adoption comme solution structurelle au manque d'optimisation pose un problème à long terme pour la qualité, l'accessibilité et la pérennité du jeu vidéo. Dans ce milieu, passer trop de temps sur la création d'un jeu n'est plus chose permise. Les éditeurs mettent une pression énorme pour sortir les jeux rapidement et ainsi pouvoir rendre des comptes aux investisseurs. On est donc en droit de penser que plus le DLSS et n'importe quel upscaler du genre va de plus en plus devenir un appui très sérieux pour accélérer les sorties. Encore une fois, j'aurais tendance à dire, si ça fonctionne, pourquoi s'en plaindre? C'est vrai qu'en profondeur, on a des jeux mal optimisés, mais en surface, l'upscaling les rend plus qu'acceptables. Qu'un jeu soit natif ou truffé de fausses images, si l'illusion est là et que la qualité n'en devient pas médiocre, pourquoi ne pas approuver? Mais l'upscaling a encore un souci qui fait qu'on ne peut pas l'accepter comme une solution au manque d'optimisation. Il est pour pratiquement tout le monde, mais ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. Bien que la version 4.5 et le Frame Generation soient disponibles pour toutes les RTX à partir de la série 2000, le x3, 4, 5 et à présent 6 ne sont destinés qu'aux cartes de génération 5000. Bien sûr, il est logique que les cartes de génération avancée soient plus puissantes et proposent de nouvelles features, mais le gros souci ici, c'est que si les jeux à venir recommandent voire forcent l'utilisation du multi-frame generation, tous ceux qui ont des cartes de génération avant la 5000 et 9000 chez AMD peuvent aller se faire voir. On n'en est pas encore arrivé à ce stade, mais Wukong a prouvé que ça pouvait exister. Faites-le tourner en 4K, même avec le DLSS activé sur une 3080, vous n'atteindrez peut-être même pas les 60 FPS en cinématique. Alors certes, la 3080 n'est plus toute jeune, mais
ça reste une 3080. Et comme je l'ai dit, Nvidia ne sont pas les seuls à détenir une telle option. Le DLSS est le premier du genre et le plus puissant, surtout avec cette nouvelle version. Mais il existe également le FSR d'AMD, qui est actuellement en version 4, et l'XESS d'Intel en version 2. Autrefois, le FSR était compatible sur toutes les cartes AMD, Nvidia et Intel jusqu'à la version 4, qui est désormais exclusive aux cartes sous RDNA 4. Et l'XESS 2 est à ce jour encore bien moins performant que ses deux concurrents. Nvidia a créé une technologie géniale et je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont la faire évoluer encore et toujours. Il suffit de voir la différence gigantesque qu'il y a entre les premiers gameplays qu'on a sortis en 2019 et maintenant. Mais en même temps, le DLSS a ouvert une porte au développement qui n'aurait jamais dû être ouverte, celle de la facilité. L'existence même de cette technologie est pourtant encourageante pour les années à venir. Casser la barrière qui est la limitation matérielle et la surpasser avec du logiciel. Aujourd'hui, sur les nouvelles cartes graphiques, le gain énergétique diminue fortement, la fréquence n'augmente presque plus. Par contre, la densité augmente, mais au prix de fuite électrique et de chaleur. C'est fini la loi de Moore gratuite. Aujourd'hui, elle est coûteuse et thermiquement contrainte. Les cartes graphiques modernes peuvent dépasser les 400 watts en charge. La 5090, par exemple, a un TDP d'environ 600 watts, et les modèles les plus haut de gamme peuvent grimper au-delà des 800. Le plafond de verre est déjà au-dessus de nos têtes depuis un moment, et on s'y écrase un peu plus à chaque nouvelle génération. L'idée de contourner ça par du software est donc peut-être la seule solution valable et économique qu'on ait pour l'instant. Mais initialement, l'upscaling était une option, une possibilité, pas une solution et encore moins une obligation. Et même s'il faudra peut-être se résoudre à l'utiliser un jour comme une solution réelle à la contrainte physique, mais pitié, utilisez ça bien. L'upscaling ne doit pas devenir une simple rustine pour couvrir une optimisation éclatée. Black Myth Wukong est une exception, car dans son cas, même avec le DLSS activé, il arrivait à plier des 4080 à son lancement. Mais si on regarde du côté des AAA sortis ces 2 dernières années, il y en a tout de même beaucoup qui contraignent à passer par l'upscaling pour pouvoir tourner correctement si on n'est pas équipé d'une 80 ou 90. Et c'est un véritable problème. On s'en tape que les images générées soient vraies ou non, tant qu'elles ne sont pas dégueulasses évidemment. Même si les soucis visuels que la génération d'images peut provoquer sur certains jeux sont bien visibles, c'est rarement très inconfortable et encore moins maintenant. Il est vrai qu'il ne faut pas oublier les problèmes de latence générés par le frame generation, c'est pour ça qu'en parallèle, Reflex est développé. En fait, c'est ça qui est intéressant et impressionnant dans l'écosystème qu'NVIDIA met en place. Chaque technologie apporte une solution à l'autre ou un simple coup de pouce. Bon, par contre, il faudrait quand même que ça s'arrête un jour. Ray Tracing, Path Tracing, Ray Reconstruction, DLSS, Multi-Frame Generation, Reflex, Reflex Boost et maintenant G-Sync Pulsar, wow! Bientôt, il va falloir un doctorat pour pouvoir paramétrer un jeu manuellement. Calmez-vous un peu. Moi aussi, il faut que je me calme un peu là. Cette nouvelle version 4.5 annonce de grosses améliorations. Et attention, je dis bien amélioration et non correction. Les problèmes d'affichage liés au frame generation, je suis pas sûr qu'on puisse complètement les corriger un jour. Et donc, les améliorations qu'elle apporte sont peut-être un pas de plus pour l'acceptation du DLSS par le grand public, même si je pense que la majorité l'a déjà accepté sans broncher. Même les consoles s'y sont mises, donc on n'a pas vraiment le choix en fait. De mon côté, j'ai un point de vue très ambitieux sur cette technologie depuis le premier jour. J'espère qu'elle s'améliore, qu'elle permette de jouer de plus en plus confortablement, sans devoir toujours investir plus dans son PC. Mais malheureusement, c'est là où il y a eu de gros ratés, et c'est ce qui foire tout et qui fait qu'elle ne sera jamais totalement acceptée. La rétrocompatibilité du meilleur élément de cette technologie, donc le Multi-Frame Generation, n'existe pas, même si c'est logique au vu des composants manquants sur les anciennes cartes pour la faire fonctionner. Les choses bougent, elles évoluent, mais malheureusement, d'année en année, elles poussent de plus en plus le consommateur à devoir investir dans du nouveau matériel. Et je redoute très fortement le jour où de très gros AAA vont sortir en disant si vous n'avez pas la dernière carte, vous ne pouvez pas jouer. Le DLSS et tout ce qui l'accompagne sont des armes puissantes pour le futur qui pourraient devenir une vraie solution aux contraintes qui nous pendent donner. Nvidia a créé un outil formidable mais souvent mal utilisé. Comme on dit souvent, ce n'est pas la taille qui compte, mais la façon dont on s'en sert. Non, attendez, c'est pas ce que je devais dire là. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, il m'intéresse. Le débat est ouvert tant que ça reste dans le respect. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. C'était Nico, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.